Une riche femme d'affaires vit une petite fille en larmes désigner un conteneur à déchets. Lorsqu'elle s'approcha, elle n'en crut pas ses yeux. Le claquement sec des talons hauts de Valérie Leroy résonnait dans les couloirs vides de l'immeuble de bureaux modernes. Il était près de minuit, une fois de plus, elle était la dernière à quitter le bureau. Tandis que l'ascenseur aux parois de miroir descendait les étages de la tour de verre de la Défense, son reflet lui racontait une histoire de succès et de solitude. Une chevelure parfaitement coiffée, un tailleur Chanel impeccable et des yeux fatigués dissimulant d'innombrables secrets. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un hall d'entrée désert, où le marbre froid et les surfaces polies renvoyaient l'écho de ses pas. Le gardien de nuit, un homme d'un certain âge habitué à ses départs tardifs, se contenta d'un hochement de tête respectueux. Valérie lui rendit son salut d'un sourire automatique, un masque qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Madame Leroy appela son chauffeur à travers l'interphone. « Je suis bloqué dans les embouteillages à cause d'un accident sur le périphérique. » Valérie soupira, une pointe de frustration perçant sa façade de contrôle. Un autre contretemps inattendu dans une journée déjà bien trop longue. « Ce n'est pas grave, Nicolas. Je vais marcher. J'ai besoin de me dégourdir les jambes de toute façon. » L'air nocturne, froid et humide de Paris, l'enveloppa comme une lourde couverture desquelles franchit les portes du bâtiment. La ville, habituellement un tourbillon de lumière et de bruit, semblait étrangement silencieuse ce soir-là. Valérie se mit en marche, le bruit de ses pas se répercutant sur les trottoirs déserts. C'est alors qu'elle l'entendit. Un son si déplacé dans cette nuit urbaine qu'elle s'arrêta brusquement. Des pleurs. Pas les gémissements capricieux d'un enfant gâté, mais un sanglot désespéré, déchirant, chargé d'une angoisse que Valérie n'avait pas entendue depuis. Elle secoua la tête, chassant des souvenirs indésirables qui menaçaient de remonter à la surface. En tournant au coin d'une rue plus sombre, elle trouva la source du bruit. Une petite fille, pas plus de 7 ans, se tenait à côté d'un conteneur à déchets. De grosses larmes striaient son visage sale tandis qu'elle montrait frénétiquement le conteneur. Un instant, Valérie hésita. Son univers, fait de conseils d'administration et d'affaires à millions d'euros, ne l'avait absolument pas préparé à cela. C'était le genre de scène qu'on voit dans les reportages, une réalité crue qu'elle avait toujours réussi à maintenir à distance. Mais quelque chose dans cette scène l'attira, comme si un fil invisible reliait son cœur à celui de la fillette. Et appela doucement Valérie en s'approchant. La fillette recula, effrayée. « C'est bon. Je ne te ferai pas de mal. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La fillette, toujours en sanglots, se contenta de pointer le conteneur, ses petits doigts tremblants. Valérie sentit un frisson parcourir son échine, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Elle s'approcha et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Le monde sembla s'arrêter. Enveloppé dans une couverture immonde, un nouveau-né remuait faiblement. Ses yeux à peine ouverts semblaient implorer de l'aide. Agissant par pur instinct, Valérie eut le bébé dans ses bras en quelques secondes, vérifiant sa respiration et sentant sa chaleur fragile contre sa peau. La fillette s'agrippa à la jambe de Valérie, pleurant toujours. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?» demanda Valérie, la voix légèrement tremblante. « Chloé » balbutia la fillette entre deux sanglots. « Chloé, tu as été si courageuse. Maintenant, j'ai besoin que tu sois courageuse encore un peu plus longtemps et que tu m'aides à sauver ce bébé, d'accord ?» Chloé hocha la tête, ses grands yeux fixés sur le petit paquet dans les bras de Valérie. D'une main, Valérie sortit son téléphone et composa le numéro des services d'urgence. Pendant qu'elle expliquait la situation au SAMU, son esprit tournait à plein régime. Qui abandonnerait un bébé de cette façon? Pourquoi Chloé était-elle là? Et pourquoi, après des années à construire des murs autour d'elle, Valérie sentait-elle quelque chose de fondamental changer en elle? Les sirènes commencèrent à hurler au loin. Valérie regarda Chloé, puis le bébé dans ses bras. « Tout va bien se passer », murmura-t-elle, sans savoir vraiment qui elle essayait de rassurer. Les gyrophares de l'ambulance illuminèrent la rue, et Valérie vit un homme sauter du véhicule avant même qu'il ne s'arrête complètement. Leurs regards se croisèrent, et un instant, Valérie eut l'impression qu'il pouvait voir à travers toutes ces défenses soigneusement construites. « Je suis le docteur Laurent Marchand », se présenta-t-il, examinant déjà le bébé. « Vous avez sauvé la vie de cet enfant. » Alors que la scène se déroulait aux pompiers, policiers, questions sans fin, Valérie se retrouva à tenir la main de Chloé. Le docteur Marchand s'occupait du bébé avec une douceur qui contrastait fortement avec son apparence robuste.
Quand le chaos se calma enfin, et que Valérie se retrouva de nouveau seule sur le trottoir, elle réalisa que sa vie avait irrévocablement changé. Les pleurs d'un bébé et les larmes d'une petite fille avaient fissuré l'armure qu'elle avait mis des années à construire. Le regard tourné vers le ciel nocturne, Valérie fit une promesse silencieuse. Elle ne savait pas comment, mais elle découvrirait l'histoire derrière cet abandon. Et dans ce processus, peut-être pourrait-elle enfin affronter les fantômes de son propre passé. Le bruit de pas la fit se retourner. C'était le docteur Marchand. « Madame le roi, il y a quelque chose que vous devez voir. » Et avec ces mots, Valérie sut que son voyage ne faisait que commencer. Valérie suivit le docteur Marchand jusqu'à l'ambulance, ses talons au résonnant dans la rue silencieuse. Le médecin semblait hésitant, comme s'il était sur le point de révéler un secret qu'il n'était pas sûr de devoir partager. « Qu'y a-t-il, docteur » demanda Valérie, sa voix trahissant un mélange d'inquiétude et de curiosité. Le docteur Marchand ouvrit la porte arrière de l'ambulance. « C'est à propos du bébé, dit-il, invitant Valérie à regarder à l'intérieur. Le petit paquet était maintenant propre, enveloppé dans une couverture d'hôpital. Mais ce n'est pas ce qui attira l'attention de Valérie. À côté du bébé se trouvait une petite médaille en or. Ceci était attaché à la couverture, expliqua Marchand. Il y a une inscription. Valérie prit la médaille avec des doigts tremblants. En la retournant, son cœur s'arrêta. L'inscription disait « À ma Valérie, avec un amour éternel ». Le monde autour d'elle sembla s'évanouir. Soudain, elle n'était plus dans une rue froide de la ville, mais dans une petite chambre exiguë, 35 ans plus tôt. « Valérie, mon amour » murmurait sa mère, la voix faible. « Promets-moi que tu seras forte. » Valérie, âgée de 10 ans, serrait la main de sa mère, des larmes silencieuses coulant sur son visage. La chambre sentait le médicament et le désinfectant, une odeur que Valérie associerait à jamais à la perte. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas » supplia-t-elle. Sa mère lui offrit un triste sourire, sortant quelque chose de sous son oreiller. C'était une médaille en or. Ceci appartenait à ma grand-mère, et à sa grand-mère avant elle. Maintenant, c'est à toi, mon ange. N'oublie jamais que tu es aimé. Madame le roi. Valérie. La voix du docteur Marchand la ramena au présent. Elle cligna des yeux, réalisant que des larmes s'étaient formées. Désolée, murmura-t-elle rapidement en s'essuyant les yeux. C'est juste. Cette médaille. J'en avais une exactement comme celle-ci quand j'étais enfant. Marchand l'étudia avec un mélange de curiosité et de compassion. Ce n'est peut-être pas une coïncidence, dit-il doucement. Il y a peut-être plus à cette histoire que nous ne le pensons. Valérie hocha la tête, son esprit tournant à plein régime. Comment sa médaille d'enfance, l'un des rares liens avec sa mère décédée, pouvait-elle se retrouver avec ce bébé abandonné? Docteur Marchand, je dois enquêter là-dessus, dit-elle, sa voix retrouvant sa fermeté habituelle. Qui s'occupe de l'affaire? L'inspectrice Sandrine Dupont mène l'enquête, répondit Marchand. Elle devrait arriver bientôt pour poser quelques questions. Comme sur un signal, une voiture de police se gara à proximité. Une femme d'âge mûr, avec des yeux vifs et une posture assurée, en sortit. Inspectrice Dupont, se présenta-t-elle en tendant la main. Vous devez être Valérie Leroy. Et docteur Marchand, merci de vous occuper du bébé. Alors que l'inspectrice lui posait des questions, Valérie se sentit tiraillée entre le désir d'aider et le besoin de protéger ses émotions. Elle raconta avoir trouvé Chloé et le bébé, mais hésita à mentionner la médaille. Pour une raison quelconque, ce détail lui semblait trop personnel pour être partagé pour l'instant. « Et la petite fille, Chloé » demanda Valérie, se souvenant soudain de l'enfant effrayé. « Elle est maintenant avec les services sociaux, l'ASE » répondit Dupont. « Apparemment, elle vit avec ses oncles dans un quartier voisin. Nous essayons de les contacter. » Valérie sentit une pointe d'inquiétude. Elle semblait si effrayée et seule. « Puis-je la voir ?» L'inspectrice parut surprise par la demande. « Eh bien, ce n'est pas la procédure standard, mais étant donné votre implication dans l'affaire, nous pourrions peut-être arranger quelque chose demain. » Tandis que la conversation se poursuivait, Valérie ne pouvait détacher ses yeux de l'ambulance où reposait le bébé. Une idée commençait à germer dans son esprit, une idée qui, quelques heures plus tôt, aurait semblé absurde. « Que arrivera-t-il au bébé maintenant » demanda-t-elle,
interrompant l'inspectrice. Eh bien, après les examens médicaux, elle sera placée dans une famille d'accueil temporaire jusqu'à ce que nous localisions sa famille, ou... Dupont hésita. Ou que nous trouvions une famille adoptive, termina Valérie. Elle prit une profonde inspiration. Et si? Et si je me portais volontaire pour m'occuper d'elle temporairement? Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Marchand et l'inspectrice Dupont échangèrent des regards surpris. Madame Leroy, commença Dupont, je comprends que vous soyez impliquée émotionnellement, mais... J'ai les ressources nécessaires, l'interrompit Valérie. Je peux lui fournir tout ce dont elle a besoin, et plus important encore, je peux consacrer mon temps et mon attention pour aider à l'enquête. Le docteur Marchand se racla la gorge. D'un point de vue médical, la stabilité serait bénéfique pour le bébé, et Madame Leroy a certainement les moyens de l'offrir. L'inspectrice semblait hésitante, mais réfléchit. Je devrais consulter mes supérieurs et les services sociaux, mais cela pourrait être une option viable, compte tenu des circonstances. Valérie sentit une vague de soulagement et, étonnamment, d'excitation. C'était comme si un but longtemps oublié se réveillait en elle. Pendant que les procédures étaient discutées et les formulaires remplis, Valérie se mit à penser à son assistante, Manon. Elle avait disparu une semaine auparavant, enceinte et effrayée. Serait-ce possible? Non. Elle écarta cette pensée. Trop de coïncidences pour une seule nuit. Des heures plus tard, lorsque Valérie entra enfin dans son appartement de luxe dans le centre de Paris, elle se sentit comme une étrangère chez elle. Les meubles coûteux et le décor minimaliste semblaient froids et sans vie comparés à l'intensité émotionnelle des dernières heures. Elle se dirigea vers la baie vitrée, contemplant la ville qui ne dort jamais. Quelque part là-dehors, Chloé était probablement effrayée et confuse. Le bébé, qu'elle commençait déjà à considérer comme sa petite fille, était dans un berceau d'hôpital. Et Manon, où était Manon? Valérie prit son téléphone, composant un numéro qu'elle utilisait rarement. Allô Eric? C'est Valérie. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi. C'est à propos de mon assistante, Manon. En donnant ses instructions à son détective privé, Valérie sut que sa vie était sur le point de changer radicalement. La médaille dans sa poche semblait peser une tonne, lourde de souvenirs et de mystères. Demain, elle affronterait le conseil d'administration de son entreprise, réorganiserait son emploi du temps et commencerait un voyage qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais pour l'instant, pour la première fois depuis des années, Valérie Leroy s'autorisa à pleurer, laissant les larmes emporter des années d'isolement et de déni. Le cri d'un bébé abandonné avait réveillé quelque chose en elle, et Valérie était déterminée à découvrir non seulement la vérité sur l'enfant, mais aussi sur elle-même. Le soleil était à peine levé quand Valérie se réveilla en sursaut. Un instant, elle fut désorientée, les souvenirs de la nuit précédente se mêlant à des rêves agités. La médaille dorée sur sa table de chevet la ramena à la réalité. Elle se leva, déterminée. Aujourd'hui serait le jour où elle commencerait à démêler les mystères qui l'entouraient. D'abord, un appel important. Allô Nathalie? C'est Valérie. J'ai besoin que tu prennes en charge les réunions d'aujourd'hui. Oui, toutes. Une urgence personnelle est survenue. Après avoir donné ses instructions à sa vice-présidente, Valérie se prépara rapidement. Elle s'habilla méticuleusement, mais opta pour une tenue plus décontractée que son habituel tailleur de dirigeante. Aujourd'hui, elle n'était pas la PDG impitoyable, mais une femme en quête de réponse. Son téléphone sonna. C'était Eric, l'enquêteur. Valérie, j'ai des nouvelles de Manon, dit-il, la voix grave. Elle a été admise à l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie il y a 5 jours, volontairement, semble-t-il. Le cœur de Valérie s'emballa. Quel hôpital? Sainte-Marie? Eric, il y a plus. Les dossiers montrent qu'elle a été admise alors qu'elle était enceinte. Mais quoi, Eric? Elle n'est plus enceinte. Et il n'y a aucune trace de l'accouchement. Valérie ferma les yeux, traitant l'information. Merci, Eric. Continue de creuser. Elle attrapa son sac et partit, l'esprit en ébullition. Manon, enceinte et effrayée, disparaissant pour ne refaire surface que dans un hôpital psychiatrique. Un bébé abandonné, une médaille identique à la sienne. Trop de coïncidences. En route vers l'hôpital, Valérie passa un autre appel. Inspectrice Dupont,
c'est Valérie Leroy. J'ai des informations qui pourraient être pertinentes pour l'affaire. Après une brève conversation, elles convinrent de se retrouver à l'hôpital. Valérie sentait un mélange d'anxiété et de détermination. Elle était sur le point de plonger en eau trouble, mais quelque chose en elle la poussait à avancer. L'hôpital Sainte-Marie était un bâtiment imposant, un mélange d'architecture ancienne et d'ajouts modernes. Valérie retrouva l'inspectrice Dupont à la réception. Madame Leroy la salua Dupont, l'expression sérieuse. Avant que nous voyions votre assistante, il y a quelque chose que je dois vous dire. Nous avons trouvé la mère du bébé. Valérie sentit le monde tourner. Qui? Une jeune femme nommée Clara Moreau. Aucun lien de parenté avec moi, ajouta l'inspectrice avec un triste sourire. Elle a 18 ans et vit dans le même quartier où le bébé a été trouvé. A-t-elle avoué? Dupont hocha la tête. Elle est venue au commissariat ce matin, une boule de nerfs. Elle est dévastée et terrifiée. Valérie absorba l'information, ressentant un mélange de soulagement et de déception. Une partie d'elle avait espéré que Manon soit la mère, un lien direct avec sa vie. Et Manon, demanda-t-elle. Allons lui parler maintenant. Il y a peut-être encore un lien que nous n'avons pas vu. Elles montèrent au service de psychiatrie. Le docteur Laurent Marchand les attendait dans le couloir, l'expression grave. Madame Leroy, inspectrice, les salua-t-il. J'ai été mis au courant de la situation. Manon est fragile. Nous devons être prudents. Valérie hocha la tête, sentant une boule dans sa gorge. Quand elles entrèrent dans la chambre, elle reconnut à peine son assistante. Manon, toujours si posée et efficace, ressemblait à une ombre d'elle-même. Des cernes sous les yeux, les cheveux en désordre, une expression perdue. Manon, appela doucement Valérie. La jeune femme se tourna lentement, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant Valérie. Madame Leroy, Je suis tellement désolé. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Valérie s'approcha, s'asseyant sur le bord du lit. C'est bon, Manon. Nous sommes là pour aider. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Manon se mit à pleurer silencieusement. J'ai perdu le bébé, murmura-t-elle. C'était il y a une semaine. J'ai eu un accouchement prématuré. Elle n'a pas survécu. Le cœur de Valérie se serra. Elle prit la main de Manon, offrant un réconfort silencieux. L'inspectrice Dupont s'avança doucement. Manon, nous savons que c'est difficile, mais nous devons demander. Avez-vous eu des contacts avec une jeune femme nommée Clara Moreau? Manon fronça les sourcils, confuse. Clara? Oui, je l'ai rencontrée ici. Elle était enceinte aussi, effrayée. Nous avons parlé quelques fois. Valérie et Dupont échangèrent un regard. Un lien inattendu. Manon, dit doucement Valérie. Un bébé a été abandonné la nuit dernière. Nous pensons que c'est l'enfant de Clara. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Oh non, murmura-t-elle. Elle était si effrayée, si seule. J'ai essayé de la conseiller, mais... Savez-vous pourquoi elle aurait pu abandonner le bébé? Demanda Dupont. Manon hésita. Elle a mentionné des problèmes à la maison. Un beau-père violent, je crois. Et il y avait un homme, quelqu'un qui lui mettait la pression. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais elle semblait terrifiée. Valérie sentit un frisson. L'histoire devenait de plus en plus complexe et sombre. Manon, il y a encore une chose, dit Valérie en sortant la médaille de sa poche. Ceci a été trouvé avec le bébé. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Manon regarda la médaille, ses yeux s'illuminant de reconnaissance. Oui, Clara me l'a montré une fois. Elle a dit que c'était un héritage familial, la seule chose de valeur qu'elle possédait. Valérie sentit le monde tourner à nouveau. La médaille n'était pas la sienne, mais elle était toujours connectée à cette toile d'événements enchevêtrés. Quelles autres surprises le destin lui réservait-il? Après quelques questions supplémentaires, elles laissèrent Manon se reposer. Dans le couloir, Valérie, Dupont et le docteur Marchand se réunirent. Cela complique les choses, soupira Dupont. Nous devons enquêter sur le beau-père et l'homme qui faisait pression sur Clara. Et le bébé? Demanda Valérie, sa voix trahissant son inquiétude. Le docteur Marchand offrit un petit sourire.
Elle va bien, en bonne santé et forte. Et il hésita. Les services sociaux ont approuvé votre demande de garde temporaire. Valérie sentit une vague d'émotion. Soulagement, joie, peur. Quand puis-je la ramener à la maison? Demain, répondit Marchand. Mais il y a une condition. Chloé, la petite fille qui a trouvé le bébé. Elle refuse de quitter le côté de l'enfant. Les services sociaux ont suggéré que vous la preniez également en charge temporairement. Valérie cligna des yeux, surprise. Sa vie changeait plus vite qu'elle ne pouvait le traiter, mais étrangement, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. D'accord, dit-elle, se surprenant elle-même. Je peux m'occuper des deux. En quittant l'hôpital, Valérie sut qu'elle était au début d'un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Des mystères à élucider, des vies à protéger, des vérités à découvrir, et au centre de tout cela, un petit bébé, abandonné mais pas oublié, attendant d'être aimé. Valérie fut réveillée par le doux son des pleurs provenant de la pièce voisine. Un instant, elle fut désorientée, la réalité des derniers jours se mêlant à ses rêves. Puis tout lui revint. Le bébé, Chloé, l'enquête en cours. Elle se leva rapidement, enfilant un peignoir de soie. Dans le coin nurserie improvisé dans l'appartement, elle trouva Chloé déjà debout, essayant de calmer la petite Léa, le nom que Valérie avait choisi pour le bébé. C'est bon, ma chérie, dit doucement Valérie en s'approchant. Je vais m'en occuper. Chloé la regarda avec des yeux endormis mais alertes. Je crois qu'elle a faim. Valérie prit Léa dans ses bras, surprise de la naturalité du geste. Tu as raison. Allons lui préparer un biberon. Dans la cuisine, en chauffant le lait, Valérie observait Chloé. La fillette semblait à la fois très jeune et étrangement mature. Chloé, commença Valérie avec hésitation. Te souviens-tu d'autre chose de la nuit où tu as trouvé Léa? Chloé se mordit la lèvre, pensive. J'ai vu une dame pleurer avant. Elle avait l'air effrayée. Penses-tu que tu pourrais la reconnaître si tu la revoyais? Chloé hocha lentement la tête. Valérie prit note mentalement d'en informer l'inspectrice Dupont. Le téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Éric, l'enquêteur. Valérie, j'ai trouvé quelque chose sur le beau-père de Clara, dit-il, la voix tendue. Son nom est Patrick Gauthier. Il a un casier judiciaire pour agression et est soupçonné d'être impliqué dans un réseau de trafic local. Valérie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Merci, Éric. Continue de creuser, mais sois prudent. Après avoir raccroché, Valérie se tourna vers Chloé et Léa, ressentant une vague de protectionnisme. Le monde extérieur semblait plus sombre et plus dangereux. Mais ici, dans ce petit noyau qu'elles avaient formé, il y avait de la lumière. Chloé, que dirais-tu d'aller au parc aujourd'hui, suggéra Valérie, se surprenant elle-même. Quand était-elle allée au parc pour la dernière fois? Les yeux de Chloé s'illuminèrent. On peut? Des heures plus tard, Valérie se retrouva assise sur un banc du parc des Buttes-Chaumont. Léa dormait paisiblement dans la poussette à côté d'elle tandis que Chloé jouait sur l'aire de jeu voisine. La scène était si ordinaire, si normale, et pourtant pour Valérie, c'était comme entrer dans un monde entièrement nouveau. Son téléphone vibra. C'était un message de l'inspectrice Dupont. Nous devons parler. Puis-je passer à votre bureau cet après-midi? Valérie répondit par l'affirmative, sentant la réalité s'immiscer dans son moment de paix. De retour à l'appartement après le déjeuner, Valérie se préparait à aller au bureau quand la sonnette retentit. C'était le docteur Marchand. Désolé de passer à l'improviste, dit-il, l'air légèrement mal à l'aise. Je voulais voir comment allaient les filles. Et vous? Valérie l'invita à entrer, remarquant à quel point il semblait différent en dehors du cadre hospitalier. Plus humain, peut-être. Elles vont bien, répondit Valérie, le conduisant au salon où Chloé jouait avec Léa. En fait, nous nous adaptons tous étonnamment bien. Marchand observa la scène avec un doux sourire. Vous semblez différente, Valérie. Plus vivante. Elle le regarda, surprise par l'observation personnelle. Je pense que je le suis. C'est comme si j'avais trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Ils parlèrent quelques minutes, Marchand s'assurant de la santé de Léa et louant les soins de Valérie. Au moment de partir, Valérie se surprit à poser une question.
docteur Marchand, Laurent, pourquoi vous souciez-vous autant de cette affaire? Il hésita sur le seuil, son regard se perdant au loin. Disons simplement que j'ai une histoire personnelle avec les enfants abandonnés. Peut-être qu'un jour, je vous la raconterai. Après le départ de Marchand, Valérie se prépara à partir pour le bureau, laissant les filles avec une nounou recommandée par les services sociaux. Dans l'ascenseur de son entreprise, Valérie sentit les regards curieux de ses employés. Les rumeurs sur son comportement atypique des derniers jours devaient certainement circuler. Nathalie, sa vice-présidente, l'attendait à la porte de son bureau. Valérie, le conseil d'administration fait pression pour avoir des réponses. Ils veulent savoir ce qui se passe. Nathalie, programmez une réunion pour demain. Je vais tout clarifier. À l'intérieur de son bureau, Valérie trouva l'inspectrice Dupont qui l'attendait. Merci de me recevoir, commença Dupont. Nous avons des nouvelles de Clara. Valérie se pencha en avant, anxieuse. Qu'avez-vous trouvé? Elle a finalement parlé de la raison pour laquelle elle a abandonné le bébé, expliqua Dupont. Apparemment, son beau-père, Patrick Gauthier, la faisait chanter. Il a menacé de révéler que le père du bébé est un politicien local marié si elle ne se débarrassait pas du problème. Valérie se sentit nauséeuse. Mon Dieu, cette pauvre fille. Il y a plus, continua Dupont. Clara a mentionné une femme qui l'a aidée à l'hôpital. D'après la description, il semble que ce soit Manon. Valérie cligna des yeux, surprise. Les connexions ne cessaient de se multiplier. Et le politicien, demanda Valérie. Dupont fronça les sourcils. Nous n'avons pas encore de nom. Clara est trop terrifiée pour le révéler. Alors qu'elle discutait des prochaines étapes, l'esprit de Valérie tournait à plein régime. Il se passait quelque chose de plus grand. Elle pouvait le sentir, une connexion qu'elle n'avait pas encore découverte. Après le départ de Dupont, Valérie resta assise en silence, contemplant le paysage urbain depuis la fenêtre de son bureau. Sa vie avait changé si radicalement en quelques jours. La Valérie d'il y a une semaine ne reconnaîtrait pas la femme qu'elle devenait. Son téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. C'était la nounou. Madame Leroy, Chloé vous demande. Elle a fait un cauchemar et est très contrariée. J'arrive, répondit Valérie, attrapant déjà son sac. Dans l'ascenseur qui descendait, Valérie réfléchit à ses priorités. L'empire corporatif qu'elle avait bâti semblait soudain beaucoup moins important que les deux petites vies qui dépendaient maintenant d'elle. À la maison, Valérie trouva Chloé recroquevillée sur le canapé, les yeux rouges de larmes. Sans hésiter, elle s'assit à côté de la fillette et la serra dans ses bras. C'est bon, ma chérie. Je suis là maintenant. Chloé sanglota contre sa poitrine. J'ai rêvé qu'ils emmenaient Léa. Et toi aussi. Valérie sentit son cœur se serrer. Personne ne nous séparera les uns des autres, Chloé. Je te le promets. En réconfortant Chloé, Valérie réalisa qu'elle avait pris une décision. Quoi qu'il arrive, elle protégerait ses enfants. Elle démêlerait les mystères qui les entouraient et affronterait qui que ce soit. Léa se mit à pleurer dans la pièce voisine, comme si elle sentait la tension. Valérie se leva, tenant toujours la main de Chloé. Viens, allons voir notre petite fille. Ensemble, elles allèrent au berceau. Valérie prit Léa et Chloé se blottit à côté d'elle. À cet instant, en regardant les deux fillettes, Valérie sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Et étonnamment, elle en était heureuse. Le son strident de son réveil tira Valérie d'un sommeil agité. Elle se leva, sentant le poids des responsabilités qu'elle avait assumées ces derniers jours. La réunion du conseil d'administration était prévue pour ce matin, et elle savait que ce serait un défi d'expliquer son soudain changement de priorité. En entrant dans la cuisine, Valérie trouva Chloé déjà réveillée, tentant maladroitement de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, ma chérie », sourit Valérie, surprise par l'initiative de la fillette. « Qu'est-ce que tu fais ?» Chloé leva les yeux vers elle, un peu embarrassée. « Je voulais te préparer le petit déjeuner pour te remercier pour tout. » Valérie sentit une vague d'émotion. Elle s'approcha de Chloé et la serra chaleureusement dans ses bras. « C'est très gentil de ta part. Que dirais-tu de le faire ensemble ?» Pendant qu'elle préparait des crêpes, Valérie observait attentivement Chloé. Il y avait une maturité dans les yeux de la fillette qui démentait son âge. « Chloé », commença Valérie avec hésitation.
te souviens-tu d'autre chose de ta famille, de la façon dont tu es arrivé chez tes oncles? La fillette resta silencieuse un moment, son visage se plissant de concentration. Pas grand-chose, admit-elle. Parfois, je rêve d'une femme aux cheveux noirs. Elle pleure toujours. Valérie prit note mentalement de partager cette information avec l'inspectrice Dupont. Ce pourrait être un indice sur la mère biologique de Chloé. Les pleurs de Léa interrompirent leur conversation. Valérie alla au berceau, ramenant le bébé dans la cuisine. En les regardant toutes les trois ensemble, elle ressentit un étrange sentiment de complétude, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans sa vie axée sur la carrière. Après le petit déjeuner, Valérie se prépara pour la réunion, laissant les filles avec la nounou. En chemin vers le bureau, elle reçut un appel du docteur Marchand. « Valérie, il y a des nouvelles de Manon, dit-il, la voix tendue. Elle a eu une crise de nerfs la nuit dernière. Elle n'arrêtait pas de répéter quelque chose sur le fait de protéger le secret, qu'ils ne doivent pas savoir point. » Valérie sentit un frisson. A-t-elle dit qui sont-ils? Pas spécifiquement, mais elle semblait vraiment terrifiée. En arrivant au bureau, Valérie eut à peine le temps de traiter l'information avant d'être conduite dans la salle du conseil. Les membres du conseil d'administration l'attendaient, leurs expressions allant de l'inquiétude à l'irritation. « Valérie, » commença Jean Durand, le président du conseil. « Nous sommes inquiets de votre comportement récent. Des rumeurs se répandent, et les actionnaires commencent à s'énerver. » Valérie prit une profonde inspiration, croisant le regard de chacun d'entre eux. « Mesdames et messieurs, je comprends que mes actions de ces derniers jours puissent sembler inhabituelles, mais je vous assure que j'ai tout sous contrôle. » Elle expliqua ensuite en termes généraux l'histoire du bébé abandonné et sa décision de s'impliquer dans l'affaire. Elle omit les détails sensibles de l'enquête, mais indiqua clairement qu'elle entendait équilibrer ses nouvelles responsabilités avec son rôle dans l'entreprise. « C'est de la folie, Valérie, » protesta un membre. « Vous ne pouvez pas risquer tout ce que nous avons construit pour une impulsion philanthropique. » Valérie sentit une vague de colère qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Une impulsion philanthropique, » répéta-t-elle, la voix dangereusement calme. « Nous parlons de vies humaines, d'enfants vulnérables. Si cette entreprise ne peut pas comprendre l'importance de cela, alors peut-être ai-je échoué en tant que dirigeante plus que je ne le pensais. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Valérie les regarda chacun dans les yeux, sa résolution inébranlable. « Je continuerai à diriger cette entreprise avec le même dévouement que toujours, mais j'utiliserai également nos ressources pour faire une différence dans la vie de ces enfants et d'autres qui ont besoin d'aide. Si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il se sente libre de démissionner maintenant. » Personne ne bougea. Finalement, Jean parla. « Très bien, Valérie. Nous faisons confiance à votre jugement, mais tenez-nous informés. » En quittant la réunion, Valérie se sentit épuisée mais étrangement revigorée. C'était comme si une partie endormie d'elle s'était enfin réveillée. Son téléphone vibra avec un message de l'inspectrice Dupont. « Nous devons parler. » C'est à propos de Clara. Valérie répondit immédiatement, arrangeant une rencontre pour le déjeuner. Au bistrot parisien, Dupont semblait agité. « Clara a finalement révélé le nom du père de Léa, » dit-elle dès que Valérie s'assit. « C'est le conseiller municipal Christophe Dubois. » Valérie sentit le choc de la révélation. Dubois était connu pour sa plateforme conservatrice et ses discours sur les valeurs familiales. L'hypocrisie était nauséabonde. « C'est-il pour le bébé ?» demanda Valérie. Dupont hocha la tête. « Apparemment, il est derrière les menaces. Il veut que le bébé disparaisse pour éviter un scandale. » La colère que ressentit Valérie fut écrasante. « Nous devons protéger Clara et Léa, et exposer ce salaud. » « Ce n'est pas si simple, » prévint Dupont. Dubois a des relations puissantes. Et il y a autre chose. Clara a mentionné un réseau. Nous pensons qu'il pourrait y avoir plus de personnes impliquées dans des cas similaires. Valérie sentit le poids de la situation. C'était plus gros qu'elle ne l'avait initialement pensé. Mais au lieu de se sentir dépassée, elle sentit une détermination croissante. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle. Pour l'instant, garder Clara et le bébé en sécurité et continuer à enquêter discrètement. Après le déjeuner, Valérie rentra chez elle, l'esprit en ébullition avec les nouvelles informations. Elle trouva Chloé jouant avec Léa dans le salon, la scène domestique contrastant vivement avec le tumulte de ses pensées. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Valérie,
s'asseyant à côté des filles. Chloé sourit, mais il y avait une ombre dans ses yeux. C'était bien. Mais j'ai encore fait ce rêve de la femme qui pleure. Valérie serra Chloé dans ses bras, sentant un lien encore plus fort avec la fillette. C'est bon, ma chérie. Nous sommes en sécurité ici. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Valérie se retrouva sur le balcon de son appartement, fixant les lumières de la ville. Son téléphone sonna. C'était le docteur Marchand. « Désolé d'appeler si tard, dit-il. Mais je pensais que vous voudriez savoir. Manon a demandé à vous parler. Elle dit qu'elle est prête à vous dire tout ce qu'elle sait. » Valérie sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Je serai là à la première heure demain matin. » Après avoir raccroché, Valérie s'attarda sur le balcon, contemplant le tourbillon d'événements qui l'avait amené à ce point. En quelques jours, sa vie avait été complètement transformée. Autrefois une dirigeante solitaire axée uniquement sur les résultats, elle était devenue la gardienne de 2 enfants vulnérables et une figure centrale d'une enquête complexe. En rentrant, Valérie s'arrêta près de la chambre des filles. Chloé était recroquevillée avec un ours en peluche tandis que Léa dormait paisiblement dans son berceau. En les regardant, Valérie ressentit une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Quoi qu'il advienne, menaces politiques, secrets cachés ou défis commerciaux, elle se battrait de toutes ses forces pour protéger ses enfants et découvrir la vérité. Valérie Leroy, la femme d'affaires implacable, s'était éveillée à quelque chose de plus grand qu'elle-même, et il n'y avait pas de retour en arrière. Avec cette résolution, elle se prépara pour la nuit, sachant que le lendemain apporterait de nouveaux défis et peut-être des révélations qui pourraient tout changer à nouveau. Le voyage ne faisait que commencer, et Valérie était prête à affronter tous les obstacles, non plus seule, mais avec l'amour et la force que Chloé et Léa avaient apporté dans sa vie. L'aube trouva Valérie déjà réveillée, l'esprit rempli de pensées sur la conversation imminente avec Manon. Elle se déplaçait silencieusement dans l'appartement, ne voulant pas réveiller Chloé ou Léa. Elle laissa une note détaillée pour la nounouer, après un dernier regard affectueux sur les filles endormies, se dirigea vers l'hôpital. L'hôpital Sainte-Marie semblait différent ce matin-là, moins intimidant peut-être. Le docteur Marchand l'attendait à l'entrée, son visage un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Bonjour, Valérie », la salua-t-il. « Manon est impatiente de vous parler, mais je dois vous prévenir, elle est encore très fragile. » Valérie hocha la tête, ressentant une pointe de culpabilité. Elle s'était tellement concentrée sur Chloé et Léa qu'elle en avait presque oublié la douleur de Manon. En entrant dans la chambre, Valérie fut surprise par le changement chez Manon. La jeune femme semblait plus lucide, bien que toujours visiblement secouée. « Madame Leroy », commença Manon, la voix tremblante. « Je suis tellement désolée pour tout. » Valérie s'assit à côté du lit, prenant la main de Manon. « C'est bon. Je suis là pour écouter, pas pour juger. » Manon prit une profonde inspiration et commença son histoire. « Tout a commencé il y a quelques mois, quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Le père, c'est un homme influent, marié. J'étais terrifiée. Je ne savais pas quoi faire. » Valérie sentit un nœud dans son estomac, craignant où l'histoire allait la mener. « Il m'a forcé à avorter, » continua Manon, des larmes coulant sur son visage, « mais je ne pouvais pas. Alors il a commencé à me menacer. Il a dit qu'il ruinerait ma carrière, ma vie. »« Qui est-il, Manon » demanda doucement Valérie. Manon hésita, la peur évidente dans ses yeux. « Le conseiller municipal Christophe Dubois. » Valérie se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing. Le même homme lié à Clara et Léa. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il n'est pas seul là-dedans, continua Manon, la voix presque un murmure. Il y en a d'autres, des politiciens, des hommes d'affaires. Ils ont un réseau. Ils se protègent les uns les autres. Font taire les femmes qui tombent enceintes. L'esprit de Valérie vacilla sous le poids des implications. Un réseau d'hommes puissants utilisant leur influence pour couvrir leurs indiscrétions à tout prix. « Qu'est-il arrivé à ton bébé, Manon » demanda Valérie, redoutant la réponse. Manon se mit à sangloter de manière incontrôlable. Je l'ai perdu. C'était un accident, je le jure. Mais ils m'ont fait croire que c'était de ma faute, que j'irais en prison si quelqu'un l'apprenait. Valérie étreignit Manon,
ressentant un mélange de rage et de compassion. Ce n'était pas de ta faute, l'assura-t-elle. Et nous allons exposer ces hommes. Je te le promets. Après avoir calmé Manon, Valérie quitta la chambre et trouva le docteur Marchand qui attendait dans le couloir. Elle partagea les révélations de Manon, observant son expression se durcir à chaque mot. C'est plus grand que ce que nous imaginions, dit Marchand en passant une main dans ses cheveux. Nous devons informer l'inspectrice Dupont immédiatement. Valérie était d'accord, mais avant qu'il ne puisse agir, son téléphone sonna. C'était la nounou, la voix affolée. Madame Leroy, c'est Chloé. Elle a disparu. Le monde de Valérie sembla s'effondrer. Comment ça, disparu? Que s'est-il passé? Je changeais Léa. Et quand je suis revenu au salon, Chloé n'était plus là. La porte d'entrée était ouverte. Valérie sentit la panique monter. D'accord, je rentre maintenant. Appelez la police. Elle se tourna vers Marchand, la terreur évidente dans ses yeux. Chloé a disparu. Je dois y aller. Je viens avec vous, dit Marchand sans hésiter. Le trajet de retour à l'appartement fut un flou de peur et d'anxiété. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent l'inspectrice Dupont déjà sur les lieux, coordonnant une équipe de recherche. Nous examinons les images de sécurité de l'immeuble, les informa Dupont. Il y a quelque chose d'étrange. La caméra de votre étage s'est déconnectée pendant exactement 5 minutes ce matin. Valérie sentit un frisson. Ce n'était pas une coïncidence. Pensez-vous que c'est lié à ce que nous avons découvert? Dupont hocha la tête d'un air sombre. C'est possible, mais nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives. Nous la retrouverons. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Des équipes de recherche sillonnèrent le quartier tandis que Valérie, rongée par la culpabilité et l'inquiétude, alternait entre réconforter Léa et aider à la recherche. En fin d'après-midi, la première piste émergea. Un voisin signala avoir vu une fillette correspondant à la description de Chloé être emmenée par une femme aux cheveux noirs. Une femme, demanda Valérie, confuse. Pas un homme. Cela complique les choses, murmura Dupont. Ce n'est peut-être pas lié au réseau que nous enquêtons. Alors qu'elle discutait des implications, le téléphone de Valérie sonna. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu. Allô, répondit-elle avec hésitation. Valérie Leroy, demanda une voix féminine tremblante. J'ai Chloé. Valérie sentit son cœur s'arrêter. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je m'appelle Clara, répondit la voix. Clara Moreau. Je suis sa mère. Le choc de la révélation frappa Valérie comme une vague. Clara, la mère de Léa, était aussi la mère de Chloé. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter de manière inattendue. Clara, s'il vous plaît, plaida Valérie, faisant signe à Dupont de tracer l'appel. Ramenez Chloé. Nous pouvons parler. Réglez ça. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je ne voulais pas l'abandonner, dit Clara, la voix brisée. Ni l'une ni l'autre. Mais ils m'ont forcé. Ils ont dit qu'ils tueraient Chloé si je n'abandonnais pas Léa. Valérie sentit un mélange de compassion et d'horreur. Clara, nous enquêtons sur ces hommes. Nous pouvons vous protéger, vous et les filles. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Un autre moment de silence, puis, d'accord, je ramènerai Chloé. Mais vous devez me promettre une chose. N'importe quoi, répondit Valérie sans hésiter. Promettez-moi que vous garderez mes filles ensemble. Protégez-les, quoi qu'il m'arrive. Des larmes montèrent aux yeux de Valérie. Je vous le promets, Clara. Sur ma vie. Après avoir convenu d'un lieu de rendez-vous, Valérie raccrocha, se tournant vers Dupont et Marchand, qui avaient entendu une partie de la conversation. Cela change tout, dit Dupont, organisant déjà une équipe pour le rendez-vous. Marchand posa une main sur l'épaule de Valérie. Êtes-vous prête pour ça? À vous occuper potentiellement des deux filles de façon permanente? Valérie regarda le berceau où dormait Léa, pensant à Chloé et au voyage incroyable des derniers jours. Sa vie avait complètement changé, et elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je suis plus que prête, répondit-elle avec une certitude qui la surprit elle-même. Ces filles sont ma famille maintenant,
et je ferai tout ce qu'il faut pour les garder en sécurité et ensemble. Alors qu'ils se préparaient pour la rencontre avec Clara, Valérie sut qu'ils étaient sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de cette incroyable histoire. Un chapitre plein de dangers, sans aucun doute, mais aussi d'amour, de rédemption et de possibilités de guérison pour toutes les personnes impliquées. Avec une détermination renouvelée, Valérie se dirigea vers la porte. Il était temps de réunir sa famille improbable et d'affronter l'avenir, quel qu'il soit. Le lieu de rendez-vous était un petit parc sans prétention, à quelques rues de l'appartement de Valérie. Même à cette heure, quelques familles profitaient encore de l'espace, ignorant le drame qui allait se jouer. Valérie arriva la première, accompagnée de l'inspectrice Dupont et du docteur Marchand, qui avaient insisté pour être présents. Léa dormait paisiblement dans la poussette, inconsciente de la tension palpable dans l'air. « Rappelez-vous, instruisit Dupont, laissez-moi mener la conversation. Clara pourrait être effrayée et imprévisible. » Valérie hocha la tête, ses yeux balayant le parc avec anxiété. Puis elle la vit, une jeune femme aux cheveux noirs, marchant hésitante vers eux. À côté d'elle, lui serrant fermement la main, se trouvait Chloé. « Chloé !» Valérie ne put réprimer le cri de soulagement. La fillette leva les yeux, qui s'illuminèrent en voyant Valérie. Elle commença à courir, mais Clara la retint doucement. « Attends, ma chérie, » dit doucement Clara en s'approchant du groupe. Valérie étudia le visage de Clara, remarquant les similitudes avec Chloé et Léa. Les mêmes yeux expressifs, la même structure faciale. Il n'y avait aucun doute qu'elles étaient mère et fille. « Madame le roi », commença Clara, la voix tremblante. Je suis tellement désolée pour tout ça. » L'inspectrice Dupont s'avança. « Clara Moreau. Je suis l'inspectrice Sandrine Dupont. Nous devons parler de vos actions et de la sécurité de ces filles. » Clara hocha la tête, des larmes montant à ses yeux. « Je sais. Je voulais juste voir mes filles ensemble une dernière fois. » Le cœur de Valérie se serra. Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour cette jeune mère tourmentée. « Pourquoi ne pas nous asseoir ?» suggéra le docteur Marchand, indiquant un banc voisin. Alors qu'il s'asseyait, Chloé courut dans les bras de Valérie, la serrant fort. « Tu m'as manqué » murmura la fillette. « Toi aussi, tu m'as manqué, ma chérie » répondit Valérie en lui embrassant le sommet de la tête. « Tu vas bien ? Elle ne t'a pas fait de mal ?» Chloé secoua la tête. « Non, elle était gentille. Elle a dit qu'elle aima ma maman. » Valérie échangea un regard avec Dupont, qui hocha subtilement la tête. Il était temps pour la vérité. « Chloé, » commença doucement Valérie. « Il y a des choses que nous devons te dire. Des choses sur ta famille. » Tandis que Valérie et Dupont expliquaient soigneusement la situation à Chloé, Clara regardait, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Le docteur Marchand gardait un œil sur Léa, qui s'agitait dans son sommeil. « Alors, » dit lentement Chloé, traitant l'information. « Clara est ma vraie maman, et celle de Léa aussi ?» Valérie hocha la tête. « Oui, ma chérie. Et il y a plus. Tu te souviens de ces rêves que tu faisais de la femme qui pleure ?» Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de compréhension. C'était elle. C'était un souvenir. Clara sanglota, tendant la main avec hésitation vers Chloé. « Je suis tellement désolée, mon amour. Je n'ai jamais voulu te quitter. Ils m'ont forcé. » L'inspectrice Dupont se pencha en avant. « Clara, nous devons savoir exactement ce qui s'est passé. Qui sont-ils » Clara prit une profonde inspiration, jetant un regard nerveux autour d'elle avant de commencer son histoire. « Tout a commencé il y a environ 8 ans. J'étais jeune, naïve. J'ai rencontré un homme, Christophe Dubois. Il était charmant, m'a promis de m'aider. Je suis tombée enceinte de Chloé. » Valérie sentit un frisson à la mention du nom de Dubois à nouveau. Clara continua, « Quand j'ai dit à Christophe, il était furieux. Il a dit que ça ruinerait sa carrière politique. Il m'a présenté à d'autres hommes, des hommes puissants. Ils avaient un système pour gérer les problèmes comme moi. Le réseau, » murmura Dupont, prenant furieusement des notes. « Ils m'ont forcé à donner Chloé à l'adoption, » dit Clara, la voix tremblant de colère. « Ils ont dit que si je parlais à quelqu'un, ils la tueraient. J'étais dévastée,
mais je n'avais pas le choix. Chloé, entendant tout cela, se serra fort contre la main de Valérie pour se réconforter. Les années ont passé, continua Clara. J'ai essayé d'aller de l'avant, mais je n'ai jamais oublié ma fille. Puis, il y a environ 1 an, j'ai rencontré Patrick. Le beau-père violent, demanda Valérie, se rappelant l'information précédente. Clara hocha tristement la tête. Au début, il semblait gentil, mais j'ai vite découvert qu'il était lié au même réseau que Christophe. Quand je suis tombée enceinte de Léa, le cauchemar a recommencé. À ce moment, Léa se réveilla en pleurant doucement. Le docteur Marchand la prit dans ses bras, la calmant gentiment. Clara regarda le bébé, ses yeux remplis d'amour et de douleur. Ils m'ont donné un ultimatum. Soit j'abandonnais Léa, soit il ferait du mal à Chloé. Je ne savais pas quoi faire. Alors vous avez laissé Léa près du conteneur, dit doucement Valérie. Oui, sanglota Clara. Mais je ne pouvais pas le supporter. J'ai regardé de loin, priant pour que quelqu'un la trouve rapidement. Quand je vous ai vu, vous et Chloé, j'ai eu l'impression que c'était le destin. L'inspectrice Dupont se leva, le visage déterminé. Clara, nous avons besoin de noms. Toutes les personnes impliquées dans ce réseau. Avec votre témoignage, nous pouvons les faire tomber. Clara sembla terrifiée. Mais s'ils s'en prennent aux filles, ou à moi? C'est alors que Valérie prit une décision qui allait changer toute leur vie. Elles resteront avec moi, déclara-t-elle fermement. Chloé, Léa, et vous, Clara. Mon appartement a une sécurité maximale. Je peux vous protéger pendant que l'enquête se poursuit. Tout le monde fixa Valérie, surpris par son offre. Valérie, commença le docteur Marchand, inquiet. Êtes-vous sûr? Cela pourrait être dangereux. Valérie regarda Chloé, Léa dans les bras de Marchand, et Clara. En quelques jours, ces personnes étaient devenues plus importantes pour elle que tout dans son ancienne vie. Je suis absolument sûre, répondit-elle. Ces filles sont ma famille maintenant, et la famille se protège. Clara se remit à pleurer, cette fois de soulagement et de gratitude. Merci, murmura-t-elle. Merci de vous être occupé d'elle quand je ne pouvais pas. L'inspectrice Dupont hocha la tête, approuvant le plan. J'organiserai une protection policière à l'appartement. Clara, nous devons commencer à travailler sur votre déclaration immédiatement. Alors qu'il se préparait à quitter le parc, Valérie sentit le poids de la responsabilité qu'elle avait assumée. Elle était sur le point d'affronter certains des hommes les plus puissants de la ville, risquant tout ce qu'elle avait construit. Mais en regardant Chloé qui lui tenait la main, Léa maintenant réveillée et regardant curieusement autour d'elle, et Clara, chargée de tant de secrets, Valérie sut qu'elle faisait ce qu'il fallait. Le docteur Marchand s'approcha de Valérie, posant une main rassurante sur son épaule. Vous n'êtes pas seul là-dedans, dit-il doucement. Vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous avez besoin. Valérie sourit, reconnaissante de son soutien. Merci, Laurent. Je pense que nous allons avoir besoin de toute l'aide possible. Alors que le groupe quittait le parc, Valérie savait qu'ils entraient en eau dangereuse. La toile de corruption et de secrets qu'ils avaient découverte n'était que la partie émergée de l'iceberg. D'autres révélations et menaces viendraient. Mais pour la première fois de sa vie, Valérie sentait qu'elle se battait pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il ne s'agissait plus seulement de succès ou de pouvoir. Il s'agissait de famille, de justice et de faire une réelle différence dans la vie des gens. Avec Chloé d'un côté, Clara de l'autre, et Léa en sécurité dans ses bras, Valérie marcha vers l'avenir incertain avec une détermination inébranlable. Les secrets enfouis remontaient à la surface, et elle était prête à affronter toutes les tempêtes qui se présenteraient. La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, un nouveau chapitre dans toute leur vie, un chapitre de rédemption, de courage et, par-dessus tout, d'amour. Les jours qui suivirent la rencontre au parc furent un tourbillon d'activités et d'émotions dans l'appartement de Valérie. La présence de Clara introduisit une nouvelle dynamique, mêlant joie et tension à parts égales. Valérie observait avec fascination et un peu d'appréhension Clara tenter de reconstruire son lien avec Chloé. La fillette, à son tour, oscillait entre curiosité et prudence, s'accrochant toujours à Valérie pour un sentiment de sécurité. Un matin particulièrement mouvementé, avec Léa qui pleurait dans son berceau et Chloé qui posait des questions sans fin sur son passé, Valérie se sentit momentanément dépassée. Puis elle sentit une main douce sur son épaule. « Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu » suggéra timidement Clara.
Je peux m'occuper des filles un moment. Valérie hésita, surprise par l'offre et la confiance soudaine qu'elle ressentait en Clara, hochant la tête avec reconnaissance. Elle se retira dans son bureau, profitant de l'occasion pour passer quelques appels nécessaires. D'abord, à Nathalie, sa vice-présidente. Nathalie, j'ai besoin que vous preniez le contrôle total de l'entreprise dans un avenir prévisible. Je vous fais confiance pour que tout fonctionne sans problème. Puis à Eric, son détective privé. Eric, j'ai besoin que vous creusiez plus profondément sur Christophe Dubois et ses associés. Chaque détail, aussi petit soit-il, pourrait être crucial. Enfin, elle appela le docteur Marchand. Laurent, pourriez-vous passer aujourd'hui? Je pense qu'il est temps que nous rassemblions tout ce que nous avons découvert. Cet après-midi-là, les enfants faisant enfin la sieste, Valérie, Clara, le docteur Marchand et l'inspectrice Dupont se réunirent dans le salon. La tension était palpable. D'accord, commença Dupont en ouvrant un dossier rempli de documents. Clara, nous avons besoin de tous les détails dont vous pouvez vous souvenir sur le réseau de Dubois. Clara prit une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes. Tout a commencé il y a 8 ans quand j'ai rencontré Christophe. J'étais juste une jeune fille naïve de 17 ans, et il semblait si charmant, si puissant. Elle continua à décrire comment Dubois l'avait séduite, lui promettant le monde, pour l'abandonner en apprenant sa grossesse. Il m'a emmenée dans une clinique clandestine, révéla Clara, la voix tremblante. Il a dit que c'était pour un contrôle, mais c'était en fait pour forcer un avortement. Quand j'ai refusé, les menaces ont commencé. Valérie sentit son estomac se nouer face à la cruauté de la situation. Le docteur Marchand, remarquant son malaise, posa une main rassurante sur son bras. Clara continua, décrivant un réseau complexe de politiciens, d'hommes d'affaires et même de certains professionnels de la santé corrompus. Tous travaillaient ensemble pour couvrir les indiscrétions et faire taire les femmes comme elle. Ils ont un système, expliqua-t-elle. Certains enfants sont donnés à l'adoption, comme Chloé. D'autres, elle hésita, des larmes coulant sur son visage. D'autres disparaissent tout simplement. Le silence qui suivit fut lourd, rempli d'horreur et d'indignation. « Et Patrick, votre ex-beau-père » demanda Dupont, brisant le silence. « Patrick était un pion » répondit Clara, la voix maintenant ferme de colère. « Il a été placé dans ma vie par Dubois pour me garder sous contrôle. Quand je suis tombée enceinte de Léa, il a été le premier à me menacer. » Le docteur Marchand, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se pencha en avant. « Clara, vous avez mentionné que des professionnels de la santé étaient impliqués. Avez-vous des noms ?» Clara hésita, regardant nerveusement Valérie. « Oui, il y en a un, le docteur Michel Lefebvre. Il est le directeur de l'hôpital Sainte-Marie. » Valérie se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing. Sainte-Marie était l'hôpital où Manon avait été admise et où travaillait le docteur Marchand. « Laurent, » dit doucement Valérie. « Le saviez-vous » Marchand parut pâle, clairement choqué. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Des dossiers qui ne collaient pas. Des patientes qui disparaissaient mystérieusement. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était aussi grand. L'inspectrice Dupont prenait furieusement des notes. C'est plus gros que ce que nous pensions. Nous parlons d'une conspiration au niveau municipal, peut-être même régional. Valérie se leva, se dirigeant vers la fenêtre, son esprit tournant à plein régime avec les implications de tout ce qu'ils avaient découvert. Elle se retourna vers le groupe, l'expression résolue. Que pouvons-nous faire? Comment arrêtons-nous cela? Dupont soupira, passant une main dans ses cheveux. Ce ne sera pas facile. Ces hommes sont puissants et bien connectés. Nous aurons besoin de preuves concrètes et de témoins volontaires. Je témoignerai, dit Clara, la voix tremblante mais résolue. Je ne peux pas laisser cela continuer à arriver à d'autres femmes et enfants. Valérie sentit une vague d'admiration pour la jeune mère. Vous ne serez pas seule, Clara. Je serai à vos côtés à chaque étape. Le docteur Marchand se leva, le visage déterminé. Je peux enquêter en interne à l'hôpital. Il doit y avoir des dossiers, des preuves de l'implication du docteur Lefebvre. Soyez prudent, prévint Valérie, ressentant une pointe d'inquiétude. Nous ne savons pas jusqu'où cela va. Alors qu'ils discutaient de stratégie et des prochaines étapes, un cri provenant de la chambre des enfants interrompit la conversation.
Clara se leva pour vérifier, mais Valérie l'arrêta doucement. « Je m'en occupe, dit-elle avec un doux sourire. Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. » Dans la chambre des enfants, Valérie trouva Léa réveillée, ses petits bras tendus. En prenant le bébé, Valérie sentit une vague d'émotion. Comment quelque chose de si petit et innocent pouvait-il être au centre d'une si sombre toile de corruption et de cruauté? « Je promets de te protéger, murmura-t-elle à Léa. Toi et ta sœur, rien de mal ne vous arrivera. De retour au salon avec Léa dans ses bras, Valérie trouva le groupe toujours en pleine discussion. Chloé, maintenant réveillée, était assise sur les genoux de Clara, écoutant attentivement avec ses grands yeux sérieux. « Nous devons agir rapidement, disait Dupont. Maintenant que nous avons commencé à tirer sur ce fil, il pourrait essayer d'agir de manière préventive. » Valérie hocha la tête, berçant doucement Léa. « Je suis d'accord, mais nous devons aussi être prudents. La sécurité de Clara et des filles est notre priorité absolue. » Le docteur Marchand s'approcha de Valérie, jetant un regard tendre à Léa. « Je commencerai mon enquête à l'hôpital demain. Valérie, si je trouve quelque chose, j'aurai peut-être besoin de votre influence pour agir. »« Vous pouvez compter sur moi, » répondit-elle, sentant un lien grandissant avec le médecin. Alors que le groupe finalisait ses plans, Valérie ne put s'empêcher de réfléchir à la façon dont sa vie avait radicalement changé en si peu de temps. D'une dirigeante solitaire axée uniquement sur les résultats, elle était devenue la protectrice d'une famille improbable et une figure clé dans une bataille contre la corruption. En regardant Clara, Chloé et Léa, Valérie ressentit un but qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Peu importe les défis à venir, elle se battrait de toutes ses forces pour protéger cette famille et exposer la vérité. La nuit tomba sur la ville, apportant avec elle la promesse de jours turbulents à venir. Mais dans cet appartement, entourée de ceux qui étaient rapidement devenus sa famille, Valérie se sentit pour la première fois depuis des années vraiment chez elle. Demain, pensa-t-elle en regardant Chloé s'endormir dans les bras de Clara. Demain, nous commençons le vrai combat. Et avec cette résolution, Valérie se prépara pour les batailles à venir, sachant que la route serait difficile, mais confiante qu'ensemble, ils pourraient faire une différence. La vérité remontait à la surface, et avec elle, l'espoir de justice et de rédemption pour toutes les personnes impliquées. L'aube apporta une énergie nerveuse à l'appartement de Valérie. La décision d'agir contre le réseau de corruption pesait lourdement sur tout le monde, mêlant la détermination à une peur sous-jacente de l'inconnu. Valérie trouva Clara dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour les filles. Il y avait une confiance nouvelle dans les mouvements de la jeune mère, comme si le partage de son histoire avait levé un fardeau invisible de ses épaules. « Bonjour », salua Valérie en prenant une tasse de café. « Comment vous sentez-vous » Clara offrit un sourire timide. Effrayée, mais plus légère en quelque sorte. Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Elles furent interrompues par Chloé, qui entra en courant dans la cuisine, les yeux brillants de curiosité enfantine. « Valérie, Clara, je peux aider à faire les crêpes ?» L'utilisation des deux prénoms n'échappa pas à Valérie. Chloé naviguait encore en eau trouble, essayant de comprendre sa place dans cette nouvelle dynamique familiale. Alors qu'elles préparaient le petit déjeuner ensemble, le téléphone de Valérie sonna. C'était le docteur Marchand. « Valérie », sa voix semblait tendue. « Nous devons parler. J'ai découvert quelque chose de gros à l'hôpital. » Valérie sentit son cœur s'emballer. « Venez dès que vous le pouvez. » 30 minutes plus tard, les enfants divertis dans le salon, les adultes se réunirent dans le bureau de Valérie. Le docteur Marchand semblait épuisé, comme s'il n'avait pas dormi. « J'ai passé la nuit à examiner de vieux dossiers d'hôpital, » commença-t-il en étalant des documents sur la table. « Et j'ai trouvé un schéma inquiétant. Au cours des 10 dernières années, il y a eu un nombre anormalement élevé de mort-nés et de complications lors de l'accouchement impliquant des mères célibataires et des adolescentes. » Clara halta, les mains tremblantes en prenant un des papiers. « Ces noms, j'en reconnais certains. Des filles qui sont passées par cette clinique. » Marchand hocha la tête d'un air sombre. « Exactement. Je crois que beaucoup de ces bébés ne sont pas morts. Ils ont été déplacés. » Valérie sentit une vague de nausée. « Vous dites qu'ils ont volé ces bébés ? Pire, continua Marchand, j'ai trouvé des liens avec une agence d'adoption internationale. Je crois qu'ils ont vendu ces enfants à l'étranger. » Le silence qui suivit fut assourdissant. L'ampleur de la conspiration qu'il découvrait était presque incompréhensible.
L'inspectrice Dupont, qui était arrivée pendant l'explication, prit la parole. Cela explique beaucoup de choses. Nous avons eu des cas non résolus de nourrissons disparus pendant des années. Nous avons toujours suspecté quelque chose d'organisé, mais nous n'avions jamais de preuves concrètes. Valérie se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. Comment personne n'a remarqué cela avant? Marchand soupira lourdement. Le système est conçu pour le dissimuler. Des médecins corrompus, des travailleurs sociaux soudoyés, même certains policiers. C'est une toile complexe. Clara, qui était restée silencieuse, laissa soudain échapper un sanglot. Pensez que j'ai failli. Que Léa a failli. Valérie se déplaça rapidement à ses côtés, l'embrassant. Mais ce n'est pas arrivé. Elle est en sécurité maintenant, et nous allons nous assurer que cela n'arrive plus jamais à personne d'autre. Dupont se leva, le visage déterminé. Nous devons agir vite. Avec ces informations, je peux obtenir des mandats de perquisition et de saisie, mais nous devons être prudents. Si nous alertons les mauvaises personnes trop tôt, elles détruiront les preuves. Marchand hocha la tête. Je continuerai d'enquêter en interne, mais je dois être discret. Si le docteur Lefebvre soupçonne quelque chose, tout pourrait s'effondrer. Valérie sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Son influence et ses ressources seraient cruciales dans les jours à venir. Que puis-je faire pour aider? Dupont réfléchit un instant. Vos contacts dans la presse pourraient être utiles. Si nous pouvons divulguer une partie de l'histoire à des journalistes de confiance, nous pourrions créer une pression publique. Considérez que c'est fait, répondit Valérie, listant mentalement les journalistes en qui elle pouvait avoir confiance. Alors qu'ils discutaient de stratégie, un cri provenant du salon les interrompit. Les 4 adultes se précipitèrent pour trouver Chloé serrant un album photo, des larmes coulant sur son visage. « Chloé, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Valérie en s'agenouillant à côté d'elle. Entre 2 sanglots, Chloé montra une photo. C'était Clara, beaucoup plus jeune, tenant un bébé. « C'est moi. » Clara s'approcha avec hésitation, des larmes dans ses propres yeux. « Oui, mon amour. Cette photo a été prise le jour de ta naissance, avant qu'il ne t'emporte. » Le moment était chargé d'émotions. Valérie regardait, le cœur serré, la mère et la fille se fixaient, des années de séparation et de secrets entre elles. Lentement, Chloé tendit les bras vers Clara, qui l'enveloppa dans une étreinte serrée. Toutes deux pleuraient, mais il y avait un sentiment de guérison dans l'air, de pièces qui se mettaient en place. Valérie échangea un regard avec le docteur Marchand, voyant le même mélange d'émotions dans ses yeux. Ce moment de connexion au milieu du chaos de l'enquête était un puissant rappel de la raison pour laquelle il se battait. Une fois les émotions apaisées, Valérie rassembla tout le monde dans le salon. Il était temps de prendre des décisions. Clara, commença-t-elle doucement. Avec tout ce qui se passe, nous devons penser à la sécurité des filles. Voudriez-vous rester ici de façon permanente? Au moins jusqu'à ce que tout soit résolu. Clara parut surprise, regardant tour à tour Valérie et les enfants. Je ne veux pas être un fardeau. Valérie sourit, prenant la main de Clara. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes de la famille maintenant. Vous toutes. Chloé, qui avait écouté attentivement, demanda soudain, ça veut dire qu'on peut tous rester ensemble, comme une vraie famille. Le silence qui suivit fut rempli d'attente. Valérie regarda Clara, puis le docteur Marchand et Dupont, sentant le poids de la décision. Oui, Chloé, dit-elle finalement. Nous sommes une famille maintenant. Différente peut-être, mais une famille. Le sourire qui illumina le visage de Chloé était contagieux. Même Léa dans les bras du docteur Marchand semblait sentir le changement d'atmosphère, laissant échapper un gazouillis joyeux. Alors que le groupe discutait des prochaines étapes pratiques, l'aménagement des chambres, les besoins des enfants, les mesures de sécurité, Valérie sentit une vague de détermination l'envahir. Cette famille de fortune, née de circonstances tragiques, était devenue son but. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger et s'assurer que justice soit faite. La journée s'écoula, apportant avec elle la promesse de défis, mais aussi d'espoir. Valérie savait que la route à venir serait semée d'embûches. Mais en regardant les visages autour d'elle, Clara, Chloé, Léa, le docteur Marchand,
même la fidèle inspectrice Dupont où elle savait qu'elle n'était pas seule. Ensemble, ils affronteraient tout ce qui se présenterait. Ils réécriraient leurs histoires, non pas comme des victimes, mais comme des survivants, des combattants, et dans ce processus, ils pourraient bien changer non seulement leur propre vie, mais aussi celle d'innombrables autres familles touchées par cette toile de corruption et de cruauté. Avec cette résolution, Valérie se prépara pour les jours turbulents à venir. La bataille ne faisait que commencer, mais pour la première fois de sa vie, elle sentait qu'elle se battait pour quelque chose de vraiment important. Famille, justice, rédemption. Ce seraient ses phares dans les jours sombres à venir. Cette nuit-là, l'appartement était calme, le calme avant la tempête. Valérie se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Le poids des révélations de la journée pesait sur elle, mais aussi un nouveau sentiment de détermination. Derrière elle, elle entendit des pas feutrés. En se retournant, elle vit Chloé debout dans l'embrasure de la porte, serrant son ours en peluche. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Valérie, invitant Chloé à la rejoindre. La petite fille hocha la tête et grimpa sur ses genoux alors que Valérie s'asseyait sur le canapé. « Je n'arrête pas de penser à Clara » dit doucement Chloé. « C'est ma maman, n'est-ce pas ?» Valérie caressa doucement les cheveux de Chloé. « Oui, ma chérie. Elle l'est. Mais tu es ma maman aussi, ajouta Chloé, levant les yeux vers Valérie avec de grands yeux interrogateurs. Valérie sentit son cœur se gonfler. Je pense que nous sommes toutes les deux tes mamans, de différentes manières. Et nous t'aimons toutes les deux très fort. Chloé sembla satisfaite de cette réponse, se blottissant plus près. En quelques minutes, elle dormait profondément dans les bras de Valérie. À cet instant, Valérie réalisa à quel point elle en était venue à aimer cette petite fille et sa sœur. Quels que soient les défis à venir, elle les protégerait de toutes ses forces. Le lendemain matin, l'appartement était une ruche d'activité. Le docteur Marchand partit tôt pour commencer son enquête secrète à l'hôpital. L'inspectrice Dupont avait organisé la surveillance de l'immeuble par des policiers en civil, assurant leur sécurité. Clara, étonnamment, avait endossé le rôle de maîtresse de maison, organisant l'appartement et s'occupant des filles. Valérie s'émerveillait de la rapidité avec laquelle Clara s'était adaptée, même en portant le lourd fardeau de son passé. Au milieu de la matinée, le téléphone de Valérie sonna. C'était Éric, son enquêteur. « Valérie, j'ai quelque chose, dit-il, la voix urgente. J'ai tracé un lien financier entre Dubois et le docteur Lefebvre. Des paiements déguisés en honoraires de consultation. Cela les lie directement au réseau. » La prise de Valérie se resserra sur le téléphone. « Bon travail, Éric. Continue de creuser et sois prudent. » En raccrochant, Valérie sentit une vague de détermination. Chaque preuve les rapprochait du démantèlement du réseau. Au fil de la journée, Valérie travailla en étroite collaboration avec Dupont pour planifier les prochaines étapes. Clara avait accepté de faire une déposition formelle, et Dupont se coordonnait avec des collègues de confiance pour obtenir des mandats contre les principaux suspects. En fin d'après-midi, le docteur Marchand revint, l'air à la fois triomphant et épuisé. « J'ai trouvé des dossiers » annonça-t-il. Des dizaines de fichiers, de faux documents et de correspondances entre Lefebvre et des agences d'adoption étrangères. C'est plus qu'assez pour l'impliquer et potentiellement Dubois aussi. Valérie sentit une vague de soulagement. Ils avaient enfin les preuves dont ils avaient besoin. Nous devons agir vite, dit Dupont en examinant les documents. Une fois que Lefebvre et Dubois réaliseront que le filet se resserre, ils essaieront de détruire le reste des preuves. Valérie hocha la tête. De quoi avez-vous besoin de moi? Vos contacts dans la presse, répondit Dupont. Si nous rendons cela public, il leur sera plus difficile de brouiller les pistes. Valérie commença immédiatement à passer des appels, contactant des journalistes en qui elle avait une confiance implicite. Le soir, le premier article était déjà en cours de rédaction, prêt à être publié dès que les mandats seraient exécutés. À la tombée de la nuit, la tension dans l'appartement était palpable. Valérie rassembla tout le monde dans le salon, Clara, Chloé, le docteur Marchand et l'inspectrice Dupont. « Nous sommes sur le point de faire quelque chose de grand », commença Valérie. « Cela pourrait apporter la justice non seulement pour vous, Clara, mais pour d'innombrables autres femmes et enfants. » Clara hocha la tête, l'expression résolue. « Je suis prête. Je veux faire ça pour Chloé et Léa, et pour chaque mère qui a souffert à cause d'eux.
Dupont ajouta, nous agirons à l'aube. Restez sur vos gardes cette nuit. Si quelqu'un se sent en danger, appelez-moi immédiatement. Après que tout le monde se soit dispersé, Valérie se retrouva de nouveau près de la fenêtre, observant la ville. Elle sentit une main sur son épaule et se tourna pour voir le docteur Marchand. « Vous avez fait une chose incroyable, Valérie, dit-il doucement. Vous avez rassemblé ces personnes et leur avez donné de l'espoir. » Valérie sourit, bien que ses yeux fussent lourds de fatigue. « Je veux juste arranger les choses. » Marchand hésita un instant avant de reprendre la parole. « Vous n'êtes pas seul là-dedans. Quoi qu'il arrive, je serai là pour aider. » La sincérité dans sa voix toucha profondément Valérie. Pendant des années, elle avait été entourée de collègues et d'associés, mais s'était rarement sentie vraiment soutenue. Maintenant, avec cette famille de fortune et des alliés comme Marchand et Dupont, elle se sentait plus forte que jamais. Alors que la ville dormait, Valérie se préparait pour la bataille à venir. Demain serait un tournant, d'une manière ou d'une autre. Et en vérifiant les filles une dernière fois, Chloé rêvant paisiblement et Léa blottie en sécurité dans son berceau, elle murmura un vœu silencieux. « Nous allons traverser ça ensemble. » L'aube se leva avec un froid vif dans l'air, un prélude approprié à ce qui promettait d'être une journée tendue. Valérie, déjà habillée et prête, était assise dans le salon, sirotant un café alors que l'appartement s'éveillait. Clara nourrissait Léa tandis que Chloé était assise tranquillement sur le canapé, son ours en peluche serré contre elle. Le docteur Marchand arriva peu après, portant un épais dossier de documents. « Ce sont les dossiers de l'hôpital, » expliqua-t-il. « J'ai surligné les preuves les plus accablantes. L'inspectrice Dupont les utilisera pour obtenir les mandats. » Valérie hocha la tête, prenant le dossier. « Nous sommes proches. Assurons-nous que cela compte. » 1 heure plus tard, l'inspectrice Dupont arriva avec son équipe. Elle semblait concentrée et déterminée. « Nous avons les mandats, » annonça-t-elle. « Nous frappons le bureau de Dubois, la maison de Lefebvre et l'hôpital simultanément. Cela doit être parfaitement coordonné. » Valérie lui tendit le dossier. « Ceci devrait aider. » Et j'ai alerté les journalistes. Ils sont prêts à rendre l'affaire publique dès que les raids commenceront. Dupont jeta un coup d'œil à Clara, qui se tenait nerveusement dans un coin. « Clara, votre déposition a été cruciale pour obtenir ces mandats. Merci pour votre courage. » Clara hocha la tête, sa voix douce mais résolue. « Je veux juste m'assurer que personne d'autre n'ait à vivre ce que j'ai vécu. » L'équipe partit exécuter les raids, laissant Valérie, Clara et les enfants sous la surveillance d'un policier en civil posté dans l'appartement. L'attente était atroce. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Chloé capta l'attention, son bavardage habituel remplacé par des observations silencieuses. « Les méchants vont partir maintenant » demanda-t-elle en levant les yeux vers Valérie. Valérie s'agenouilla à côté d'elle. « Nous y travaillons, ma chérie. Les gentils sont là dehors pour s'assurer qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne. » Des heures passèrent sans nouvelles. Enfin, le téléphone de Valérie sonna. C'était Dupont. « Nous les avons, » dit Dupont, la voix teintée de triomphe. Dubois a été surpris en train d'essayer de détruire des dossiers dans son bureau. Lefebvre est en garde à vue et nous avons récupéré des preuves supplémentaires à l'hôpital. Le réseau s'effondre. Valérie expira, le soulagement l'envahissant. C'est une nouvelle incroyable. Merci, Sandrine. Ce n'est pas la fin, prévint Dupont. Mais c'est une étape majeure. La presse prendra le relais, et avec les preuves que nous avons obtenues, il sera difficile pour quiconque d'impliquer d'échapper à la justice. En raccrochant, Valérie se tourna vers Clara et Chloé, un large sourire sur son visage. Ils l'ont fait. Dubois et Lefebvre sont en garde à vue. C'est fini. Clara éclata en sanglots, un mélange de soulagement et de catharsis. Merci, Valérie. Merci pour tout. Valérie la prit dans ses bras, Chloé les rejoignant dans l'étreinte. Léa gazouilla joyeusement depuis sa chaise haute, inconsciente de l'importance du moment. Ce soir-là, Valérie s'assit avec Clara sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Les filles dormaient, et l'appartement était enfin calme. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Clara, la voix teintée d'incertitude. « Nous reconstruisons » répondit Valérie. « Vous et les filles pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Nous trouverons la suite ensemble. »
Clara hésita avant de reprendre la parole. Je veux finir mes études. Je veux faire quelque chose de ma vie, pour Chloé et Léa. Valérie sourit. Je vous soutiendrai de toutes les manières possibles. Vous êtes déjà une mère incroyable. Il est temps maintenant de vous accorder les mêmes soins et la même attention. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de couvertures médiatiques et de procédures judiciaires. L'arrestation de Dubois provoqua une onde de choc dans le monde politique, et les révélations sur le réseau d'adoption suscitèrent une indignation générale. Le nom de Valérie était fréquemment mentionné dans les informations, non pas comme une PDG, mais comme une femme qui s'était battue pour la justice et avait protégé une famille vulnérable. Alors que la poussière commençait à retomber, Valérie commença à faire des plans pour l'avenir. Elle transforma son entreprise en une fondation dédiée au soutien des mères et des enfants en crise. Clara s'inscrivit à l'université, poursuivant des études en travail social. Chloé, s'épanouissant dans son nouvel environnement, commença une thérapie pour traiter son passé, sa résilience brillant de mille feux. Le docteur Marchand devint un visiteur fréquent de l'appartement, son lien avec Valérie s'approfondissant à chaque jour qui passait. Leur relation, forgée dans le feu de la crise, évolua vers quelque chose de stable et de sincère. Un soir tranquille, alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder les filles jouer, Marchand prit la main de Valérie. « Vous avez changé ma vie, dit-il doucement. J'espère que vous le savez. » Valérie sourit, ressentant une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Et vous avez changé la mienne. » Un an plus tard, l'appartement bourdonnait de rire et de vie. Chloé était devenue une enfant confiante et heureuse. Léa faisait ses premiers pas, ses éclats de rire résonnant dans les pièces. Clara, désormais en 2e année d'université, équilibrait ses études et sa maternité, sa détermination inspirant tout le monde autour d'elle. Valérie se tenait au centre de tout cela, regardant sa famille de fortune s'épanouir. Elle avait troqué la solitude de son ancienne vie contre un foyer rempli d'amour, de chaos et de but. Alors que Marchand la rejoignait, passant un bras autour de ses épaules, Valérie ressentit un immense sentiment de gratitude. « Nous l'avons fait, murmura-t-elle. »« Non, » corrigea doucement Marchand. « Vous l'avez fait. Vous nous avez tous réunis. » En regardant l'avenir qu'elle avait construit, Valérie savait que le voyage n'était pas terminé. Mais c'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre qu'elle était prête à écrire, entourée de l'amour et de la force de sa famille retrouvée.